Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à Canal Éducation, la chaîne de tous les savoirs, et bienvenue dans Tribune de l'éducation. Alors, pour ce présent numéro, nous irons à la découverte de l'association Action Éducative, une association qui œuvre pour une éducation de qualité, mais également un changement social durable au sein de notre société. Nous irons également à Bignona avec la rubrique civisme et citoyenneté à l'école René Coly pour parler de la fanfare de cet établissement. Je suis avec Pape Coly. Bonjour Pape Coly. Bonjour Fatima. Vous allez bien? Je vais bien et vous? Ça va, alhamdoulilah. Merci beaucoup. Bon, un bonjour à Nafi Ndiaye. Un grand bonjour à Fatima. Ça va, vous allez bien? Ça va bien, merci. Alors, je vous le disais tantôt, aujourd'hui, nous allons parler de l'association Action Éducative. Donc, nous recevons sur ce plateau un de ses membres. Il s'agit de M. Papa Abdoulaye Mbeng. Bonjour. Bonjour Fatima. Un plaisir de vous avoir. Mais très partagé. Aujourd'hui, donc, je suis très content d'être donc dans l'équipe de Tribune de l'éducation. Et vraiment, c'est un plaisir pour moi et surtout que j'ai retrouvé des gens qui sont effectivement des membres très actifs au niveau de l'éducation. La famille éducative. C'est là, absolument. Donc, je suis très content d'être parmi vous. Un plaisir. Alors, c'est parti pour l'actualité de la semaine. Merci à la régie. Alors, actualité que nous démarrons avec cette initiative de l'école sénégalaise Tout numérique. C'est le vœu du ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Baba Guirassy. Pour lui, il est impératif d'utiliser les nouvelles technologies pour l'équité et la performance chez les apprenants. Il présidait les cérémonies officielles de remise de tablettes et d'équipements à Kédougou et à Ziguinchor dans le cadre du partenariat avec la JICA. Toujours actualité. Clôture du programme de renforcement de la lecture initiale pour tous, le RELI. L'équipe de l'USAID passe les acquis du programme au ministère de l'Éducation nationale. Les acteurs se sont engagés à relever le défi de la pérennisation. Passbus, la caravane se poursuit. Actuellement, les caravaniers sont à l'étape de Matam. Pour rappel, cette initiative vise à promouvoir la culture scientifique dans nos établissements. L'Université de Columbia à New York a organisé plusieurs jours de célébration pour le philosophe sénégalais. Il s'agit de Souleymane Bachir Diagne. Après plus de 15 ans d'enseignement, il a reçu un hommage impliquant plus de 30 intellectuels entourés de sa famille et de ses collègues. Il a participé à divers débats académiques. À presque 70 ans, il compte consacrer maintenant sa carrière à l'écriture de livres et à des séminaires marquant une transition dans sa carrière. En tout cas, nous disons bon vent, cher professeur. Alors, Nafi, présentement, le numérique est au cœur du programme du ministère de l'Éducation nationale. Effectivement, Fatima, et ça s'est matérialisé la semaine passée, ou bien le week-end dernier, précisément vendredi et samedi, où le ministre de l'Éducation nationale a fait le déplacement jusqu'à Ziguinchor d'abord, après Kédougou, pour doter ces académies. Et il y avait même l'académie de Tamba qui a bénéficié de cette dotation. Il s'agit de tablettes numériques, de mallettes pédagogiques pour accompagner surtout les directeurs d'école et les chefs d'établissement dans l'exercice de leurs fonctions pour une bonne gouvernance du système éducatif avec des applications déjà développées par la DPTIC avec le CIMEN pour vraiment recenser les données des applications que les chefs d'établissement, les directeurs d'école vont pouvoir renseigner grâce à ces tablettes-là. Tout ça, c'est juste pour faciliter leur travail. Et ça marque un grand sursaut vers cette transformation digitale de l'éducation, de notre système éducatif, tant prôné par les nouvelles autorités. Donc, une bouffée d'oxygène, on peut le dire comme ça à Pape Coly. Tout à fait. Ça entre dans la dynamique enclenchée par le patron du département de l'éducation, Mamba Guirassy, qui prône une transformation systémique du système éducatif, une transformation éducative qui passe par la refonte du système éducatif et qui
parle de refonte du système éducatif, pense déjà aux ressources humaines et pense aussi également la méthodologie, la façon de faire, la façon d'enseigner, avec quoi on doit enseigner. Il avait dit, il y a tout juste 2 semaines avant le lancement de la cérémonie de remise de ces tablettes, on ne peut plus enseigner comme on le faisait il y a 40, 50 ans. Donc on est à l'ère numérique au moment où, par exemple, les enseignants doivent s'adapter aux réalités du moment. Il y a une évolution autant du point de vue pédagogique, mais aussi du point de vue des apprentissages. C'est vrai, on ne pourra pas remplacer à 90% l'enseignant. L'enseignant restera toujours l'enseignant, mais c'est la pédagogie qui va changer et avec quoi il va enseigner qui va changer. Bon, le tableau noir, peut-être petit à petit, va disparaître, mais l'enseignement sera dispensé, mais l'enseignant sera toujours présent. Comment il va le faire? C'est ça qui va changer. Avec quoi il va le faire? C'est ça qui va changer. Je pense qu'on est dans une phase très active dans la mise en œuvre ou dans la réalisation de ce projet tant convoité et tant pensé, tant aimé, tant publié, tant chanté par le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Bahoudji. Alors, je reste avec vous, Pape Koli. Le SAID, maintenant, qui cède la place au ministère de l'Éducation concernant le relais. À chaque fois, on y pense. Un projet a une durée de vie comme la plante, comme l'être humain. Ouais. Ça naît, ça grandit et ça disparaît. Avant maintenant la disparition, il est toujours sollicité, demandé aux bénéficiaires de s'adapter à ce qu'on appelle la pérennisation et la continuité au cas où le partenaire va se retirer. Et c'est ce qui s'est passé au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Heureusement, on a eu le temps et les compétences requises pour pouvoir assurer cette pérennisation du projet. C'est vrai, on a chanté, on s'est greffié des résultats du programme RELI à travers au moins 6 régions au départ. On tend vers la généralisation avec tous les résultats escomptés qu'on a eu, par exemple, à partager au niveau national comme au niveau international, parce qu'il y a des pays limitrophes au niveau des pays africains qui s'inspirent déjà des réalisations, des projets, des initiatives qui sont déroulées au niveau du Sénégal. Au moment où je vous parle, dans la région de Matam, Kaffrine par exemple, et Saint-Louis, où par exemple le projet a vu le jour il y a au moins 4-5 ans, et là, au moins, la relève ne pose plus de problème. Et on y pensait déjà. À chaque fois, on le dit dans les projets. Le projet, c'est un projet, il a une durée, et d'un moment à l'autre, le projet va se retirer, les partenaires vont se retirer, et donc les bénéficiaires doivent s'accommoder à faire de sorte que le projet ne meure pas, même si les bailleurs ou ne sont plus là. Ouais. Et c'est ce qu'on est en train de vivre au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Et je pense qu'on a bon espoir qu'on pourra relever le défi. Que la transition se fasse. Merci beaucoup. Alors, M. Mbengue, ce grand bond en avant dans le numérique concernant notre éducation, tout le monde y croit. Mais bien sûr, nous y croyons et tout le monde y croit parce qu'aujourd'hui, donc, tout le monde sait que le numérique est devenu un outil indispensable donc à la bonne pratique éducative. Et donc pour cela, donc, vous savez, notre pays, c'est pas pour la première fois, mais il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de changements qui sont intervenus dans le domaine de l'éducation. Et donc notre pays s'est toujours distingué, a toujours occupé donc cette place d'avant-gardiste. Et par rapport au numérique aussi, c'est la même chose. Aujourd'hui, donc, le Sénégal, depuis en tout cas cette triste période de la Covid, en tout cas a boosté ces initiatives pour qu'aujourd'hui cet outil numérique-là soit vraiment une réalité dans les écoles, parce qu'en vérité, de toute façon, c'est incontournable, on est forcé d'y aller, on y sera et il faudra y être avec vraiment les bonnes dispositions. Quand je parle de dispositions, je pense à la formation, je pense aux outils, je pense à l'électrification, je pense à la connexion, je pense à tous ces intrants-là qui feront en cas que cette éducation au numérique, en tout cas cette éducation avec le numérique soit véritablement une réalité. Ce seront des changements très très profonds qui vont se faire. Tout à l'heure, M. Ngom l'a dit, c'est-à-dire il faudra vraiment faire une remise en question des méthodes, des approches, en tout cas de toute l'organisation pédagogique qu'on avait l'habitude de voir dans les années passées. Aujourd'hui donc, plus on va aller vers l'avant, plus ces méthodes, ces changements, ces approches, etc. vont connaître des changements par rapport en tout cas à cet outil aujourd'hui qui est un outil révolutionnaire. Heureusement, notre pays, je pense, est sur la bonne voie. En tout cas, nous saluons tous les efforts qui ont été déjà mobilisés par le ministère pour pouvoir être au diapason de ce que se fait le
mieux au niveau mondial. Oui, en tout cas, le train est en marche. Alors, c'est parti avec la rubrique civisme et citoyenneté. Merci à la régie. Alors, Nafi, nous allons à Bignona. Effectivement, nous allons à Bignona, plus précisément au collège René Coly, dans l'académie de Ziguinchor, comme on l'a dit tout à l'heure dans l'actualité. Le ministre était là-bas le week-end dernier pour cette dotation de matériel numérique. Ils ont préféré démarrer avec les académies de la périphérie, c'est-à-dire Tamba et Kédougou, qui sont un peu loin. Maintenant, sur place, la surprise a été que le ministre a été accueilli par la fanfare du collège René Coly. Ce n'est pas une chose nouvelle, mais c'était la première fois que le ministre de l'Éducation nationale soit accueilli par une fanfare d'un collège. D'habitude, c'est la musique des forces armées, mais avoir en face de lui des élèves était vraiment extraordinaire pour lui. Donc, avant de continuer et de revenir sur le plateau, je propose de suivre ce petit extrait de sa visite ou de sa rencontre avec ses élèves. À l'école, tous des élèves, c'est magnifique. Alors c'est bien, nous sommes venus à Ziguinchor, mais c'est Ziguinchor qui va inspirer à partir d'aujourd'hui. Vous allez inspirer toutes les autres villes, toutes les autres régions du Sénégal. Ouais, bien. Ce que nous avons vu ici, toutes les régions doivent l'avoir, les écoles doivent l'avoir. Hein? On n'a pas besoin toujours d'appeler l'armée ou la police. Je pense que les écoles, surtout qu'il y a des cours de musique, et là c'est un professeur de musique, ben, on peut reproduire la même chose. Et votre professeur là, on va maintenant vous le prendre. Est-ce que vous acceptez? Mais vous nous l'empruntez, vous nous le prêtez plutôt. On va faire le tour avec. Il va aller former les gens de Dakar. Non, pas Kédougou. Ils sont déjà formés. Ils sont formés. Hein? Donc, Kédougou, ainsi de suite. En tout cas, bravo. On est très, très fiers, très contents. Merci beaucoup. En tout cas, bravo. Comme l'a dit le ministre, on croit vraiment à les écouter. On dirait que c'est des professionnels. Oui, et ils ont joué comme des grands et à préciser aussi que la fanfare est là depuis les années 70. On dit même que depuis 1979, la fanfare existait déjà. Il y a même des musiciens, si je peux les appeler ainsi, de la fanfare de la musique de l'armée sénégalaise qui sont issus de cette fanfare de René Coly. C'est juste tout récemment qu'ils ont fait qu'ils ont mis en place un démembrement peut-être de leur fanfare à Podor. Donc c'est de décentraliser. Oui, c'est en 2010. Donc de 1979 à 2010, beaucoup d'années se sont passées. Ce n'est qu'en 2010 qu'on a commencé à voir la fanfare à Podor. On ne l'a même pas encore vu. C'est juste le professeur de musique qui l'a dit à la délégation. Pour juste montrer que maintenant, comme l'a dit le ministre, on peut reproduire le modèle dans nos écoles. Vraiment, du moment où l'éducation musicale fait d'abord partie intégrante du curriculum de l'éducation de base, c'est un bon prétexte pour apprendre aux élèves vraiment à faire de la musique et à reproduire le modèle de certains peuvent même en faire une vocation plus tard. Effectivement, quand on voit la fanfare de l'armée, de la musique, il faut m'aider avec ce mot. Ouais. La fanfare de la musique des forces armées qui font de belles choses. Et préciser aussi que la fanfare a déjà joué ou bien joue tous les jours quand il y a de grandes cérémonies lors de la fête de l'indépendance à Ziguinchor.
et les élèves sont là-bas. Donc, c'est un bon modèle à reproduire dans nos autres Alors, quel peut collèges. être l'impact éducatif de cette musique par rapport à ces élèves, mais aussi au reste du Sénégal? Vous savez, l'art, au fait, n'est pas exclu de notre système éducatif. Et la musique, c'est de l'art. On a la musique, l'éducation musicale dans nos programmes à l'école. Mais on a surtout noté que dernièrement, les enseignants l'ont un peu délaissé au fait. Ce n'est que dans de rares classes, je dirais même pas école, classes qu'on trouve des élèves en train de faire une leçon d'éducation musicale. Or que c'est une bonne chose pour le vivre ensemble. Ça aide les élèves au fait à être joyeux quand on est à l'école et qu'on fasse de la musique, ça nous rend joyeux. On est bien avec nos amis, on est heureux de venir à l'école et ça développe aussi notre esprit de vivre en commun, d'esprit de groupe, d'écoute, de partage et aussi avec le rythme, les tambours, les sonorités. Voilà, ça rappelle. Ça amène l'élève à vraiment utiliser, à développer son esprit, un esprit critique, de créativité, de captivité au fait. Parce que c'est pas facile de parceriser des rythmes. D'être tout le temps concentré aussi. Tout le temps concentré. Voilà. Et aussi, tu es à l'écoute de l'autre. Ça nous permet vraiment d'accepter l'autre dans toute son humanité au fait. Donc, et ça peut se reproduire dans la vie de tous les jours. Nos comportements qu'on développe à l'école, on les retrouve à la maison et dans la rue avec nos amis, nos familles, nos sœurs. Et ça nous permet surtout de prendre en charge, de nous occuper du bien commun, de ce qui appartient à l'autre, de se mettre à la place de l'autre. Et autre chose, on voit dans la fanfare, il n'y a pas que des garçons. Il y a aussi des dames qui jouent. Donc, il n'y a pas de discrimination, il y a l'inclusion. Beaucoup de valeurs qu'on peut développer avec l'éducation musicale. Alors, Pape Coly, bon, c'est rare que vous êtes. Ça revient tout juste l'option qu'on avait eue au départ. Le plus souvent, les gens ignoraient disaient que les matières telles que le dessin, l'art, ce sont des matières facultatives. Le micro, Pape Coly, le micro. Relevez un peu le micro. Voilà, c'est bon. Allez-y. Je disais que ça montre nettement que toutes les matières, toutes les disciplines qu'on enseigne à l'école se valent. Il y a toujours, dans un passé récent, les gens croyaient que le dessin et l'art, en tout cas l'éducation artistique, était réservée ou bien reléguée au second plan. Il fallait être mathématicien, bien en français ou en géographie ou en histoire pour être un bon élève. Et d'ailleurs, certains d'entre nous séchaient les cours d'art, croyant que il n'y a pas de débouché, sinon on va chanter et être un chanteur contemporain. Et ce qui s'est passé aujourd'hui témoigne l'importance de l'enseignement de cette discipline qui est une porte ouverte à plusieurs vocations. Nafi l'a dit dans son reportage et le ministre est revenu là-dessus. Si vous voyez les premières promotions qui sont sorties de ce collège, ils ont chopé le virus de la fanfare. Une fois dans l'armée, ils ont choisi à être orientés dans la musique militaire. Elle a dit tout à l'heure, Nafi. C'est parce qu'ils ont goûté le virus dès le bas âge à l'école. Et là, rejoint ce que le ministère ou bien les structures éducatives en train de mettre en place à travers ce qu'on appelle les LINAC, les lycées, nations, armées, pour l'équité et la qualité, où le militaire et le civil, c'est-à-dire le proviseur, le directeur, travaillent en étroite collaboration avec les colonels qui sont à la tête de ces établissements-là. C'est pour consolider et concrétiser le label citoyenneté et civisme à l'école. Ce n'est pas pour rien. Les gens pensent qu'on va militariser ces établissements. Ce n'est pas ça. Mais il y a une dose de civisme et de citoyenneté qu'on voulait inculquer aux élèves et dès le bas âge pour susciter en eux et en elles une vocation qui, jusque-là,
été relégué au second plan. Ouais. Alors, M. Mbeng, la fanfare, ce n'est pas seulement que de la musique. Mais absolument, absolument. D'abord, donnez-moi l'occasion de féliciter l'école René Coly par rapport donc, à cette belle fanfare qu'ils ont eu à donc, présenter au ministère de l'Éducation nationale. Pour rappel, pour dire simplement que, heureusement, Nefi l'a dit tout à l'heure, la fanfare n'est pas quelque chose de nouvel dans nos établissements. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, et aujourd'hui, je suis encore Vous êtes encore jeune, hein? Je l'espère. À l'école Saint-Gabriel de Thiès, il y avait une fanfare, il y a toujours la fanfare. Donc, c'est quelque chose qui est connu dans les écoles, mais malheureusement qui n'est peut-être pas très courante. Mais c'est pour cela que donc, j'adhère, disons, à la vision du ministre pour encore démultiplier cet exemple-là un peu partout au Sénégal. Mais ce qu'il faut savoir toujours par rapport donc, aux disciplines d'art, c'est qu'en vérité, vous savez, il y a des études qui ont montré que les personnes les plus intelligentes, ce n'est pas les personnes qui ont les plus de diplômes, ce n'est pas les personnes qui ont des situations, non, ce sont les artistes. Les plus intelligents parmi nous sont des artistes. Ce sont pas des... Voilà, c'est pour vous dire que l'art, c'est la création. C'est-à-dire que c'est une compétence divine. C'est-à-dire le fait de pouvoir créer quelque chose, de pouvoir sortir, réfléchir et sortir quelque chose, c'est extraordinaire. C'est pour ça que c'est des gens qui sont extrêmement intelligents. L'autre élément aussi par rapport à l'école, comme vous l'avez dit, ce n'est pas seulement un élément de divertissement, c'est aussi véritablement un élément d'harmonisation, un élément disons... parce que le fait pour les élèves d'apprendre des partitions, de jouer ensemble, de maîtriser un instrument, c'est des nouvelles sensations, c'est des vertus que ça développe en vous. On me l'a dit, c'est disons, la symbiose avec l'autre, parce que vous jouez avec l'autre, et vous êtes obligé de tenir compte de ses compétences à lui aussi. Et ça forme un groupe, ça forme une équipe, ça forme une harmonie. Et c'est ça un peu la magie de la musique. Et comme tous les autres arts, aujourd'hui, et c'est dommage, et c'est pour cela que vraiment, je prends le ministre au mot pour lui demander vraiment de tout faire pour que ces activités-là soient une réalité dans ces écoles-là. Parce que ça amène un plus à l'école. Ça permet à l'enfant de se dire qu'il n'est pas allé là-bas seulement pour être sérieux. Il est aussi là pour se divertir. Il est là aussi pour faire autre chose, pour ressortir ses sentiments, pour reposer ses émotions. Et il n'y a pas, disons, de moyens plus efficaces que l'art. La musique, la peinture, la sculpture, ça, c'est des choses qui demandent beaucoup d'autres compétences, qui demandent des compétences imaginatives que les gens... Et notre école doit être là pour faire ressortir ces talents-là. Et vous l'avez dit, ça peut être une vocation, mais plus une vocation, c'est un développement, c'est une culture, c'est une façon de voir. Voilà. Et donc, il est temps que ces métiers de l'art-là soient complètement pris en compte par l'éducation. Parce que comme nous le constatons tous, nous sommes dans l'éducation, c'est des métiers, malheureusement, c'est des disciplines qui sont traitées, même si dans les curriculums, tout ça, c'est bien écrit, c'est bien dit, c'est tout ça. Si je vous montre le curriculum tout de suite, vous allez voir que c'est bien mis, mais en vérité, quand vous allez dans les classes, et c'est malheureux, vraiment rarement vous trouverez des leçons de musique, de peinture, de sculpture, etc. Alors que ça fait partie du programme. Et je pense qu'il faudra changer, tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, je pense que c'est vous, cette mentalité qui voudrait qu'on soit bon élève parce qu'on est bon mathématicien, on est bon en français, on est bon en ceci, on est bon en cela. Et si on est bon en musique, et si on est bon en sculpture, en dessin, oui, et si on est bon dans ces matières-là, cela montre qu'on a encore, parce que c'est des métiers aussi hautement intellectuels. Il faut pas les coefficients. Absolument, les coefficients pour donner de l'importance à ces. Parce que l'enseignant, par exemple, je prends l'enseignant du CM2, par exemple, il se dit que, bon, à la fin de l'année, je vais avoir mes examens, il faut que j'aille de bons résultats pour mes élèves. Bon, je n'ai pas peut-être trop de temps pour faire des dessins, pour faire ceci. Donc, mieux vaut que, disons, je renforce la résolution de problèmes, je renforce la production écrite. C'est mieux pour mes élèves, etc. Parce que simplement, à l'examen, il n'y a pas de coefficient. Enfin, c'est des matières qui sont alors, on a fait ces matières à réfléchir, alors. Bon, on a espoir avec cette nouvelle initiative du ministre de l'Éducation nationale pour la transformation humaniste de l'école. Ah oui, on est attend. On a vraiment espoir que ces matières-là soient beaucoup plus prises en compte dans nos établissements scolaires. Alors, civisme, citoyenneté, c'est fini pour aujourd'hui? Bon, avant de terminer, j'aimerais juste revenir sur le répertoire de la fanfare. Ouais. Ils ont eu à jouer en 1994 lors d'une cérémonie avec Kofi Annan, ancien SG de l'ONU. Ils ont aussi joué en 2011
à la 11e édition du Forum social mondial pour dire qu'ils ont vraiment représenté leur école dans plusieurs cérémonies prestigieuses et aussi terminé par leurs soucis, leurs problèmes. Ouais. Parce que quand on regarde la vidéo, on voit que même au niveau des tenues, c'est pas ça. Tout le monde n'est pas en tenue. Ceux qui sont en tenue, c'est pas vraiment commode ou bien c'est pas neuf. Mm-hmm. Et le professeur est revenu lors de la visite et il a lancé un appel vraiment aux autorités pour leur demander de venir en aide à la fanfare. Et j'ai des images qu'on va peut-être voir après où il répète dans la brousse ou bien dans la cour de l'école. Bon, il s'agirait juste de leur donner beaucoup plus de conditions, d'améliorer leurs conditions, je ne dirais pas de travail, mais d'enseignement et d'apprentissage. Je pense que le monsieur le ministre a bien entendu. Ah, mais normalement, parce qu'il est sur place. N'est-ce pas, Pape Kouli? Ah oui. Merci à vous, Nafi. Merci à vous aussi, Fatima. Alors, nous allons marquer une petite pause avant de revenir sur ce plateau. Merci à la régie. Si vous nous retrouvez, vous suivez votre magazine Tribune de l'éducation. Alors, je vous le disais à l'entame de ce magazine, aujourd'hui, nous allons recevoir sur ce plateau M. Papa Abdoulaye Mbengue. Il est membre de l'association Action éducative. Donc, c'est une association qui œuvre pour une éducation de qualité, mais également un changement social vraiment durable, Papoli. C'est à vous. Bonjour Fatima, bonjour M. Mbengue. Bonjour. Bonjour Nafi. Bonjour. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les autorités éducatives et les structures gouvernementales sont convaincues que l'éducation n'est plus l'apanage des gouvernants. Donc, des initiatives pareilles sont à saluer et à accompagner parce que ce sont des contributions au système éducatif. Ils travaillent aux côtés du gouvernement. Et au moment où on parle d'une éducation qui s'ouvre à la communauté, je pense que toute la communauté doit mettre son sien dans le fonctionnement de l'école, dans la gestion et la gouvernance de l'établissement. Et parmi les axes de gouvernement et de gestion de l'établissement, il y a ce qu'on appelle des initiatives porteuses qui peuvent contribuer à l'amélioration de ce qui se fait. C'est vrai, ce n'est plus l'apanage maintenant du gouvernement, des décideurs politiques ni publics, mais elle est ouverte, l'éducation, ou bien l'enseignement est ouvert à la communauté. Et tous les gens qui gravitent autour de la communauté, qu'ils soient de simples citoyens ou bien d'autres acteurs du système, comme eux, parce qu'ils étaient ou bien ils sont du système, mais à un certain moment donné, ils pensent qu'en plus de ce qu'ils faisaient en tant qu'administrateurs ou acteurs directs, ils ont bénéficié ou capitalisé un certain nombre d'expériences et de connaissances qui leur permettent d'amener ou de contribuer à ce que le gouvernement a eu comme ce qu'on appelle un curriculum. Et ce qu'ils ont fait entre en droite ligne avec la revalorisation des curricula de l'éducation. Voilà. Des curricula, révision, ça nous amène à votre association. Aujourd'hui, vous êtes là pour la promotion de cette éducation tant chantée, de cette éducation de qualité. Alors, peut-être d'abord nous parler de votre association Action éducative. Ça renvoie à quoi? Oui, comme son nom l'indique, Action éducative renvoie à l'éducation, mais à une éducation active, c'est-à-dire à des initiatives qui peuvent impacter de façon très efficace, mais aussi de façon très factuelle, disons, les performances, parce que la finalité, c'est avoir les bonnes performances pour les enfants, pour les élèves. Donc, en fait, nous, Action éducative, c'est donc un ensemble d'initiatives que nous sommes en train de prendre, et pour pouvoir, en tout cas, comme il l'a dit, venir pas en aide, mais participer à l'action de tous les jours du ministère de l'Éducation nationale, dans ces efforts d'amélioration à la fois de la qualité, de l'accès et de la gestion. Nous avons surtout choisi de travailler au niveau de la qualité, parce qu'en vérité, c'est à ce moment, à ce niveau-là qu'il y a encore des problèmes. Et donc, nous pensons que
que ce soit l'État, que ce soit d'autres organisations, nous avons tous le droit, même le devoir, j'allais dire, en tout cas, de participer à l'action éducative de tous les jours. C'est pour cela que donc, nous avons mis cette association sur place qui regroupe, effectivement, comme on l'a dit, des anciens de l'éducation, des gens qui sont actuels encore dans le métier, mais encore des gens qui ont encore une certaine expérience dans d'autres niveaux. Et nous avons privilégié l'intersectionnalité, en faisant appel aussi à notre sein, à des spécialistes, par exemple, de la santé, à des spécialistes de la nutrition, à des spécialistes de l'environnement, en tout cas, pour montrer que l'éducation est un tout et qu'il faut que ce tout-là soit bien malaxé pour qu'ensemble, qu'on puisse sortir enfin le type de Sénégalais que nous voulons tous tant voir enfin. Et je pense que c'est très profitable en quoi pour le ministère d'élargir en quoi, d'ouvrir ses portes à toutes les bonnes initiatives, pas à toutes les initiatives, mais à toutes les bonnes initiatives pour qu'en fait, que cela soit capitalisé pour que dans tout le Sénégal, on puisse avoir, disons cette amélioration de la qualité que nous cherchons tant. Aujourd'hui, donc, il est important pour nous, en tant qu'acteurs de l'éducation, simplement parce que nous aimons ce métier-là, nous voulons donc apporter notre pierre à l'édifice, montrer qu'il est possible, le ministère ne peut pas tout faire, mais il y a des initiatives, et ça, je fais appel aussi au ministère, tout à l'heure, M. Ngom l'a dit, parce que lui, il connaît bien la problématique. Il faut que le ministère aussi puisse capitaliser toutes ces bonnes actions qui sont en train de se faire à Thiès, à Dakar, à Saint-Louis, partout dans une petite classe que vous ne soupçonnez pas. Vous pouvez trouver des initiatives extrêmement porteuses par rapport donc à ce système éducatif qui donc qu'on doit porter. Et quand on dit porter, c'est vraiment le porter et que c'est tout le monde qui doit le faire, pas seulement le ministre, pas seulement le ministère. Et c'est pour cela que donc, nous avons mis en place cette association. Alors, une éducation de qualité, voilà, ça demande quand même des préalables en fait. Il y a des entrants qu'il faut tenir en compte pour arriver à cette éducation de qualité étant chantée. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, en vérité, dans l'éducation, tout concourt vers la qualité. Donc, tout ce que vous faites, vous devez le faire en vue d'une qualité de l'éducation au final. Et effectivement, donc, quels que soient les intrants qui sont mis en place, dans quelques domaines que ce soit, même dans le domaine de la gestion, comme dans le domaine, disons, de l'accès, tout ça va concourir à aller vers ce qu'on appelle une qualité. Et cette qualité-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle ne va pas prendre forcément une voie uniforme. Il faut des initiatives privées quelquefois, parce que quand vous allez dans les pays développés, par exemple, vous allez d'une académie à l'autre, vous avez des activités qui peuvent différer selon le contexte de la région, selon les réalités de la région, etc., etc. Donc il faut qu'on arrive à ça, qu'on ait des académies spécialisées par rapport aux ressources qui sont dans l'académie, par rapport aux dispositions qui sont dans l'académie, pour encore faire ressortir. Parce qu'au final, c'est ça. Au final, c'est quoi? C'est le développement qu'on cherche. Et pour que ce développement soit réel, il ne faut pas qu'il soit aéré, il faut qu'il soit concret, il faut qu'il soit factuel. Il faut qu'on se base sur des choses qui sont là. Est-ce que vous voyez? Et c'est pour cela que nous avons choisi comme nom action éducative. Et c'est pour dire que l'éducation ne peut pas être rien d'autre qu'une action. Ce n'est pas autre chose. C'est l'action. Parce que nous le savons, l'enfant à qui nous prétendons donner une éducation, c'est un enfant copieur. C'est un enfant qui agit selon ce qu'il voit, selon ce qu'il sent, mais surtout selon ce qu'il fait. Et c'est important donc, et c'est pour cela que donc, nous avons choisi encore de faire... Je vais juste rebondir par rapport à sa dernière phrase. Vous parlez d'action, donc dans l'association Action éducative. Quelles sont les actions que vous avez eu à mener pour l'école sénégalaise? Nous sommes une association naissante. Et c'est vraiment un groupe d'enseignants de divers niveaux. Qui est assez balbutiement alors. Assez balbutiement. Mais nous avons une vision très claire de ce que nous voulons faire et que nous voulons agir, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la qualité, sur la qualité. Parce qu'en fait, quand je suis là dans les locaux donc, de Tribune Éducation, vous voyez, on fait un peu la même chose que vous, c'est-à-dire que vous êtes en train de porter la bonne information, de faire la bonne communication, mais nous aussi, nous sommes en train de mettre notre expérience, quelquefois de grandes expériences, de longues expériences, parce qu'on est très nombreux, et ces expériences-là, nous essayons en tout cas de les capitaliser et de les rendre à l'école encore, pour dire que moi, j'ai fait 30 ans d'éducation, voilà ce que je pense que
que si on le fait, ça peut améliorer les choses. L'autre dit que moi, j'ai fait 30 ans, disons, dans la santé, voilà ce que je pense que l'éducation peut prendre en charge. Vous voyez, donc on met ensemble toutes ces idées, on met ensemble voilà, cette synergie-là pour en fait sortir, disons, des activités, encore une fois, j'insiste sur le mot, des activités qui peuvent en tout cas avoir un impact positif en tout cas sur notre système éducatif. Alors, par rapport à sa qualité. Votre domaine d'intervention, vous allez toucher en tout cas... Un peu. Ouais. L'éducation de façon globale. Aujourd'hui, donc, on est en train de travailler sur disons, la langue, sur l'amélioration de la langue. Vous savez, une langue, quelle que soit cette langue-là, qu'elle soit officielle, traditionnelle, non officielle, ceci, cela, quelle que soit la langue, toute langue mérite d'être bien parlée, mais mérite aussi d'être bien écrite. C'est pour cela qu'aujourd'hui, donc, nous pensons qu'aujourd'hui, il y a, disons, une sorte, en quoi, je n'allais pas, excusez-moi, de la perversion des mots, c'est-à-dire que les mots sont en train de bouger, les mots sont en train de changer, les mots en train de transhumer. Donc, il faudra, disons, faire peut-être pas un rappel, mais dire qu'une langue, elle a des règles, une langue, elle a une façon d'être écrite, une façon d'être prononcée, et que pour ça, il faut qu'on revienne, disons, aux bonnes pratiques et ne pas se laisser, disons, emporter par aujourd'hui, bon, voilà, j'allais le dire, hein, les réseaux, les messageries, etc., cette façon d'écrire qui a changé. Aujourd'hui, on ne sait même plus un mot, comment il s'écrit normalement, parce que tellement on a l'habitude de le voir sous une autre forme, sous une forme abrégée, etc. Donc, voilà, donc on voulait, nous, en tout cas, par rapport à cette initiative-là, rappeler que ce soit la langue française que nous utilisons présentement officiellement et comme toutes les autres langues, si on veut bien pénétrer la langue, bien connaître cette langue-là, il faudra aller au fond, c'est-à-dire connaître, bien la parler, mais aussi bien l'écrire. Oui, en jetant un regard sur votre mission, vos principes et vos objectifs également, on s'est rendu compte que c'est un projet assez ambitieux. Oui. Est-ce que vous détenez les moyens de votre politique en parlant d'action éducative? Et là aussi, je fais appel encore à ce que je disais. L'expérience nous a montré que, en fait, il ne faut pas attendre que tous les moyens soient là, il ne faut pas attendre que toutes les compétences soient là, il ne faut pas attendre que toutes les conditions soient réunies pour pouvoir, disons, initier quelque chose, encore faire une action dans ce sens-là. Nous, aujourd'hui, cette année, nous allons faire la première édition donc, de cette dictéphonie et nous pensons qu'au fur et à mesure que nous allons, les gens comprendront l'activité, l'adopteront, le ministère et tous les autres acteurs de l'éducation l'adopteront parce qu'on est certain qu'au final, cela va avoir un impact très, très, très positif sur le système éducatif. C'est pour cela que donc, ce que nous pensons, nous, être condition déjà importante, c'est d'abord nous comme capital humain, nous comme ressources humaines, mais aussi les élèves, les parents, les collectivités territoriales, en tout cas toutes les personnes ou bien toutes les organisations qui peuvent veulent amener leur pierre, disons, par rapport à cet édifice-là. Nous leur tendons la main pour lui dire qu'en fait, tout ce que nous voulons, c'est éduquer nos enfants. Alors, merci M. Mbeng. À présent, nous allons parler de cet événement que vous allez organiser à partir du 26 avril. Il s'agit de la dictéphonie. Absolument. Ouais, c'est quoi la dictéphonie? Effectivement, donc, comme vous l'avez dit, c'est un événement que nous allons organiser prochainement à Thiès. La dictéphonie, c'est une forme de dictée, mais assez originale, qui n'est pas forcément la dictée classique que nous connaissons. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à cette dictée-là, nous avons un objectif précis. C'est-à-dire que c'est une dictée qui vise à traquer, disons, les mauvaises orthographies de certains mots, les abréviations, etc., etc. Donc, il s'agira surtout, disons, de passer de la bonne orthographie, disons, à l'orthographie utilisée couramment aujourd'hui surtout par les jeunes, mais aussi d'utiliser leur orthographe pour leur montrer que voilà ce que vous avez l'habitude d'écrire d'habitude, mais maintenant, mais la bonne écriture, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pour les amener donc à avoir le réflexe d'écrire les mots correctement. Pas simplement, parce que quand vous écrivez un mot seulement sur la base de sa phonétique, c'est-à-dire du son que vous entendez, le français ne fonctionne pas comme ça. Vous prononcez les mots, mais dans l'écriture, c'est très différent, c'est assez compliqué. Mais quelquefois aussi, c'est assez exaltant, parce que quand même, le français, il faut le reconnaître, c'est une belle langue. Bon, maintenant, nous allons
Mais une langue, vous savez, aujourd'hui, quels que soient donc les raccourcis orthographiques que prennent ces jeunes-là, quand vous faites un CV, vous avez besoin de parler d'un bon français. Quand vous faites un projet, vous avez besoin de parler d'un bon français, etc., etc. Parce qu'en fait, dans ce genre de documents-là, les fautes, en fait, donnent une mauvaise impression et peuvent même aller jusqu'à votre élimination. Donc, nous avons tous intérêt à que, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute langue qui existe doit se parler correctement, mais aussi doit s'écrire correctement. Et par rapport à ça, donc, nous voulons en tout cas faire revenir au niveau de nos habitudes, au niveau pas seulement des élèves, hein, mais des adultes aussi. Alors, c'est la question. Quelles sont les modalités en fait pour participer à ce concours? Alors, la première originalité de cette dictéphonie, c'est que c'est pas une dictée individuelle. C'est pas le candidat, il n'est pas individuel. Le candidat, il est double. C'est-à-dire que c'est l'enfant et son parent, peut-être sa mère, son grand frère, son père, etc. C'est l'enfant qui participe. C'est le couple, donc enfant-parent qui participe. Ou bien c'est le couple élève-professeur qui participe. Vous voyez un peu, c'est pour à la fois mettre les générations ensemble, c'est-à-dire les générations différentes. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, les enfants, ils écrivent d'une certaine manière. Mais peut-être que leur papa, leur maman écrivaient à l'ancienne manière. Et donc, nous voulons mettre en symbiose, à la fois le papa et la mère, mais à la fois la manière d'écrire, la manière de comprendre les mots, etc., les mettre ensemble, mais surtout créer une force, quelquefois familiale, une force, disons, entre l'élève et le professeur, pour encore aller à l'assaut de ces règles de grammaire, de ces règles d'orthographe que nous avons tendance à oublier ou bien à négliger et qui sont extrêmement importantes par rapport à l'écriture d'une langue. Parce que chaque langue a ses règles et ces règles-là, on doit les respecter. Alors, donc, c'est des duos qui vont se présenter, une cinquantaine de couples, élèves-enfants, enseignants, enfants, parents, pour encore venir participer à cette... Alors, le lieu du concours? Nous avons donc, c'est le moment de les remercier, donc nous avons pu bénéficier encore de la salle de conférence du conseil départemental de Thiès. Et nous les remercions déjà parce qu'ils ont certainement mis à notre disposition gracieusement. Et ça se fera donc dans cette salle-là, qui est une salle assez mythique, assez importante, donc qui peut accueillir donc à la fois les candidats, mais aussi à la fois les spectateurs, les accompagnants qui viennent un peu faire la fête des mots avec nous. Nafi, par rapport à cette dictée? Bon, j'ai pas tout à fait une question, peut-être même saluer juste l'initiative, parce qu'à entendre monsieur Meng parler, je vois que leur lutte, c'est surtout par rapport aux SMS, aux messages, aux abréviations, parce que, bon, quand on écrit t'inquiète, maintenant, on ne fait plus correctement, on met TQ, voilà. T encore, ou bien on a tendance à abréger. Moi, je ne comprends jamais les messages que mon enfant m'adresse, par exemple. C'est ça, donc quelqu'un peut t'envoyer, et aussi, on met O et 6. Voilà. Donc, quelqu'un peut t'envoyer un message et si tu n'es pas, entre guillemets, branché, de la même génération ou branché, absolument. Parfois tu ne comprends pas, il n'y a pas de communication. C'est ça. Autre remarque aussi, c'est par rapport au couple. Quand vous parlez d'un parent et d'un enfant, d'un professeur et de son élève, peut-être que par rapport à comment j'ai compris, c'est peut-être pour assurer le suivi, parce qu'il y a le parent qui sera à la maison peut-être avec l'enfant. Quand il voit que, quand un jour l'enfant peut lui envoyer un message, le parent lui dit, la dernière fois, lors de la dictée, on vous avait bien dit que ça ne s'écrit pas comme ça. De la même manière que le professeur aussi, bien vrai que c'est son rôle de tous les jours pour continuer à faire ce suivi-là. Peut-être que vous allez penser à y intégrer les langues nationales et à l'avenir peut-être l'anglais qui est récemment introduit dans nos pratiques éducatives. C'est une première, comme je l'ai dit, donc, et c'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure, parce que je ne voudrais pas qu'on pense que c'est de la francophonie seulement, non, que on fait très souciés par rapport à nos langues. Et je vois que tout à l'heure je disais qu'une langue
elle mérite toujours d'être bien parlée et d'être bien écrite, qu'elle soit nationale, qu'elle soit, je ne sais pas, officielle, qu'elle soit... Et je pensais donc que c'était un clin d'œil que je faisais par rapport à nos langues nationales. Donc l'appétit va venir en mangeant, certainement. Nous allons commencer par le français. Et certainement, donc, nous allons voir en quoi, comment élargir ça. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de bien aussi écrire, de bien parler, mais surtout de bien écrire aussi nos langues. Parce qu'en fait, l'écriture d'une langue, elle obéit toujours à des règles. Et ces règles-là, il faut les maîtriser, il faut les connaître, il faut les comprendre. Et le français, franchement, qui est une langue quand même, une des plus grandes langues, quand même, la deuxième ou troisième langue au niveau mondial, ce français-là, donc, je l'ai dit tout à l'heure, donc, a des règles. Tous nous nous souvenons de nos règles grammaticales. Quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Des choses comme ça. Donc, ça, nous nous souvenons, c'était des règles que nous avions par cœur et qui nous aidaient à écrire correctement les mots. Nous savons aussi que ces mots-là dansent par rapport à leur position dans la phrase et changent d'écriture. Nous savons que ces mots-là aussi par rapport à leur fonction, par rapport à leur nature, par rapport à leur nombre, par rapport, par rapport à leur genre, changent aussi d'écriture. Ça, c'est des difficultés de la langue, c'est vrai, mais c'est aussi les beautés de la langue. Et c'est pour ça que donc, nous devons retourner à ça, et sans oublier aussi le vocabulaire. Aujourd'hui, il y a un nouveau vocabulaire très neuf qui est là, surtout c'est un vocabulaire colporté, porté surtout par les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'anglicisme dedans, etc. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de mots nouveaux, quelle que soit d'origine d'autres langues, et que le français a adopté, mais qu'il va falloir aujourd'hui donc vulgariser, voir un peu comment fonctionnent ces mots par rapport aux règles en quoi, classiques du français, etc., etc. Donc vraiment, ça, nous pensons que, et ça c'est l'objectif compétence, mais il y a aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais il y a cet objectif-là qui consiste en quoi à viser une complicité intergénérationnelle entre le papa et son fils par rapport donc susciter un débat pas seulement sur la feuille mais aussi à la maison par rapport à tel mot, à l'écriture de tel mot, pourquoi ceci, pourquoi cela, mais c'est aussi susciter le débat entre ce professeur-là et son élève, cette complicité-là qui va jusqu'à discuter sur l'orthographie des mots, sur les règles à adopter, sur etc., pour encore, disons toujours, mieux parler et mieux écrire. Alors, vos partenaires pour ce concours? Oui, aujourd'hui, donc, nous avons, par rapport à cette activité-là, donc la première, un des partenaires en quoi de cette activité-là, c'est la COSIDEP. La COSIDEP, donc la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique, dirigée par M. Cheikh Ndao, qui nous fera certainement le plaisir d'être présent donc, et c'était l'occasion pour moi de saluer toute la famille à laquelle j'appartiens aussi. Il y a aussi il y a Mme Ndioro Ndiaye, Mme Ndioro Ndiaye, qui aujourd'hui dirige une organisation qu'on appelle Alliance pour la migration, le leadership et le développement. C'est une dame qui est très connue au niveau du Sénégal, au niveau de l'Afrique, au niveau international, tellement donc elle a eu donc à occuper des postes importants au niveau de la francophonie, en tout cas au niveau mondial, qui s'active beaucoup dans le développement et nous fera aussi l'honneur d'être notre marraine par rapport aussi à cette activité. Mais nous avons aussi, surtout donc, Madame la conseillère technique en numérique du ministre de l'Éducation nationale, Madame Maïmouna Diakhaté, qui nous fera aussi l'honneur d'être l'une de nos marraines. Et peut-être même, je ne sais pas, Canal Éducation, peut-être fera le déplacement, certainement, pour en tout cas lancer cette première par rapport donc, à la dictée phonique. Non, pas du tout. C'est ma part. Je pensais tout à l'heure à l'AIF, à l'OIF, qui sont des partenaires potentiels et privilégiés de votre organisation. Mais jusque-là, nous sommes j'ai des inquiétudes. Ce projet vient au moment où la jeune génération, vos cibles principales, sont du 2.0. Ils sont 100% numériques. Est-ce que vous n'avez pas des inquiétudes quant à la réussite à 100% de votre projet? Non, c'est parce que justement ils sont à ce 2.0-là que nous avons cette initiative. Pour contrer, pour leur dire, ok c'est bien, mais attention. Attention, les langues, quand même, il y a une façon de les parler. Il y a les façons... Si vous regardez un peu
ce qui se passe au niveau de la presse, ce qui se passe au niveau de... Vous voyez que les gens, c'est comme si vous avez l'impression que les gens, ils ne savent pas parler. C'est-à-dire qu'ils disent des choses, ils ne se rendent même pas compte qu'ils vous offensent. Ils ne vous en rendent même pas compte qu'ils sont en train de vous insulter. Ils ne s'en rendent même pas compte quelquefois. Tout simplement parce qu'il y a des négligences au niveau, disons, de la prise en conscience par rapport à l'importance de la langue. C'est fini. Mais ça, c'est un conseil extrêmement important. Tout ce qui est dit doit être bien dit et exactement de la même façon que tout ce qui est écrit. Et justement, nous avons constaté toutes ces dérives-là que nous constatons pas seulement dans la presse, au niveau des écoles, des classes même. Nous constatons dans la rue, que nous constatons à la maison. Nos enfants aujourd'hui utilisent des mots, de gros mots, sans même s'en rendre compte que c'est grave. Donc toutes ces situations-là nous ont fait réfléchir pour nous dire qu'il faut qu'on retourne, disons, à la base, c'est-à-dire rappeler les règles, rappeler, disons, la façon de faire, la façon d'écrire, la façon de parler, etc., etc. Et surtout, et c'est important, parce qu'en fait, les mots ont leur émotion. Ce sont les émotions qui nous habitent, qui habitent les mots que nous portons. Ça veut dire quoi? Ce que je veux dire par là, c'est qu'en vérité, il faut que nous apprenons aussi aux enfants à donner aux mots leur véritable sens émotionnel par rapport au contexte. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui on vous insulte, on ne se rend même pas compte qu'on vous insulte, parce que tellement on ne connaît pas ce mot-là, on a entendu parler. Il y a ce phénomène de suivisme qui est là. Un mot qu'on entend tout de suite. Bon, il y a 2 semaines, j'ai discuté avec ma fille, on discutait un peu, elle me dit, je remarquais à chaque mot, elle me disait genre, qu'est-ce qui se passe? Genre, ça veut dire quoi ça? Il me dit non, genre, ça veut dire c'est-à-dire, ça veut dire ça. Non. Je lui dis que moi, en bon français, je ne connais pas genre, ça ne peut pas dire, voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, peut-être que j'ai raison, peut-être qu'elle a raison, peut-être que la langue va évoluer pour que genre ait ce sens-là. Mais pour cela, il faut qu'on s'entende aujourd'hui. Il faut qu'on s'entende. Parce que de toute façon, elle évolue. Elle est obligée d'évoluer. De toute façon, on est d'accord. Mais il faut que cette évolution-là soit contrôlée. Il y a des mots, qui avaient un certain sens, ça fait 50 ans. Ça a changé maintenant. Ça a changé. Il a changé. Alors, M. Mbengue, peut-être votre dernier mot avant de nous quitter. On me signale que notre émission est... Mon dernier mot, c'est vraiment d'inviter tous les parents, tous les enseignants, tous les élèves, pas forcément même des enfants, parce que c'est une organisation open. Donc, chacun peut venir. L'essentiel, c'est d'être un enfant, un jeune et un adulte. Il peut venir. Donc, c'est une invitation que je lance à tout le monde. Et je voudrais aussi vraiment lancer cette invitation au niveau du ministère de l'Éducation, au ministère de l'Éducation lui-même, parce qu'on a vu que c'est quelqu'un qui, en tout cas, est très emprunt à, disons, mener des innovations. Et nous pensons que ça, c'est une belle innovation. Donc, nous l'invitons à ça. Nous invitons tous les acteurs de l'éducation, qu'ils soient enseignants ou pas, des ONG, mais nous invitons surtout la presse éducative que vous constituez. Aujourd'hui, vous êtes la seule presse spécialisée dans le domaine de l'éducation, parce qu'il y a d'autres qui tentent de faire, mais en fait, nous, ce qu'on a vu, c'est vous les spécialistes. Et donc, nous pensons que votre apport sera extrêmement important. Et c'est pour cela que, donc, au nom de tout le groupe de l'association Action Éducative, nous invitons, pas seulement pour filmer, pour reporter, mais surtout pour avoir une critique sur ce que nous avons en fait de faire, parce que nous pensons, encore nous l'espérons, que les autres éditions, nous les ferons ensemble. Alors, merci, Papa Abdoulaye Mbengue. Je rappelle que vous êtes membre de l'association Action Éducative. C'est un plaisir de vous recevoir dans Tribune de l'Éducation. Très partagé, plaisir très partagé. Je vous remercie beaucoup, Fatima. Je vous remercie aussi M. Ngom que j'ai déjà rencontré. Maintenant, j'ai bien compris que j'ai déjà rencontré plusieurs fois dans nos activités. Je remercie aussi Nafi, mais je remercie aussi tous vos techniciens donc, qui sont en train encore de faire de telle sorte qu'on nous voit et qu'on nous entende à travers le monde. Et je vous dis vraiment merci de m'avoir reçu ici. Nafi, à nous revoir. Oui, Fatima, à nous revoir pour d'autres actions allant dans d'autres actions citoyennes. Papoli, c'est un plaisir. Merci et plein succès à l'association et rendez-vous est pris pour le 26 au conseil départemental de Thiès. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de ce magazine. Avant de nous quitter, votre viatique de la semaine. Seul un esprit éduqué peut comprendre une pensée différente de la sienne sans devoir l'accepter, nous dit
Aristote. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous.